Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, surtout merci à vous tous d'être là. Poser des questions, oui, mais également faire des commentaires ou des, si vous n'êtes pas d'accord, hein, exprimer pourquoi, parce que sur les questions d'alimentation, on peut avoir des avis différents, les avis sont différents. Ce que j'essaye de faire sur ces questions-là, moi, c'est de rendre compte de ce que pense la majorité de la communauté scientifique. Ça ne veut pas dire que, comme c'est la majorité, elle a toujours raison, mais c'est la majorité qui pense comme ça, et il y a des minorités qui pensent parfois autrement. Et à chacun de faire le tri entre ceux qui pensent être vrais, ceux qui pensent être faux. Voilà. Donc, le futur de notre alimentation, je vais d'abord vous dire quels sont les enjeux. Alors, c'est vous, je trouve, dans ce sens. Voilà, les enjeux, ils sont c'est déjà retiré la manette. Les enjeux sont là. Alors, c'est un petit peu codé. 2, 4, 2, 50, 70. Ce sont les mots-clés, les chiffres clés de ce qui va faire évoluer une certaine direction d'alimentation du monde. Je ne sais pas si vous êtes capable de les décoder, ça ne doit pas être facile quand même, sous cette forme-là. On va donc avancer, j'essaie de faire manger cette part du fou. Voilà. Le premier chiffre, c'est 2 milliards. 2 milliards, il peut se comprendre de deux manières. 2 milliards, c'est ce que nous serons de plus sur la Terre en 2050. On est aujourd'hui à peu près 7 milliards et demi. Les démographes nous disent 9 milliards et demi en 2050. Ils ne sont pas tout à fait sûrs, parce qu'ils ont quand même des hypothèses de taux de natalité dans certains pays qui, peut-être dans 10, 15, 20 ans, changeront. Mais c'est un chiffre généralement admis. 2 milliards de plus, bon, ça fait 2 milliards de plus par rapport à 7 milliards et demi, ça fait 20-25%, ça va être gérable. Mais le 2 milliards, c'est autre chose. 2 milliards, et c'est celui qui m'intéresse ici, et c'est celui que vous avez sur l'image, là. C'est qu'en 2050, il y aura 2 milliards d'Africains, et aujourd'hui, ils sont 1 milliard. C'est-à-dire qu'en 2050, il faudra nourrir 2 fois plus d'Africains qu'aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu totalement différent par rapport à celui de passer de 7,5 à 9,5 sur l'ensemble de la planète. On aura besoin de nourrir 2 milliards d'Africains, ils sont 1 milliard aujourd'hui, et aujourd'hui, ils ne sont pas capables de se nourrir tout seuls, et ils sont obligés d'importer beaucoup de céréales, notamment. Et donc ça, c'est le véritable enjeu, il est là. Le deuxième chiffre, doit être 4, je pense. 4 degrés. 4 degrés, c'est ce qu'on nous prévoit, vous le savez bien, avec le réchauffement climatique. On prévoit qu'en 2100, on aura peut-être 4 degrés de plus, avec des effets assez conséquents sur l'agriculture, de nouvelles zones de des zones sèches, des zones très humides, des plantes qui vont devoir s'acclimater, ou des animaux qui vont devoir s'acclimater au changement climatique. Et ça, c'est un vrai enjeu. Les analystes nous expliquent que ce qui va être le plus touché, là encore, ça va être l'Afrique. Où l'Afrique, c'est là où il va faire le plus sec. Les zones du nord de l'Europe vont être plus humides. Et comme une plante, qu'est-ce qu'elle est une plante? Elle a besoin de gaz carbonique, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de soleil. Si elle a de l'eau, elle va pousser mieux. Les endroits où il y aura plus d'eau, les plantes vont mieux pousser. Mais les endroits où il n'y aura pas d'eau, et ça sera le cas de l'Afrique à nouveau, on va avoir un vrai problème. Donc 4 degrés. 4. Le chiffre suivant, c'est 50%. 50%, c'est quoi? C'est de dire qu'en 2050, 50% de la population mondiale sera une classe moyenne. Alors qu'est-ce que la classe moyenne? La classe moyenne, c'est des gens qui sont capables de vivre sans contraintes particulières, qui sont capables de se nourrir, qui sont capables de se vêtir, qui sont capables de se loger et qui sont capables de se payer quelques loisirs. En gros, c'est ça, une classe moyenne. Eh bien, en 2050, la moitié de la population mondiale sera représentée, toujours d'après les économistes et les démographes, par des classes moyennes. Et dire qu'il y aura 50% de classes moyennes, c'est de dire que les habitudes alimentaires vont changer, et comme je verrai tout à l'heure, on mangera beaucoup plus de viande qu'on en mange aujourd'hui. Donc 50% de classe moyenne. Le chiffre suivant, c'est 70%. 70%, c'est quoi? C'est 70% des habitants de la planète vivront dans des villes.
Alors il fut un temps, par exemple en France, où la majorité de la population vivait à la campagne. Vivre à la campagne, ça veut dire qu'on avait des voisins paysans, il y avait des vaches dont on trayait le lait, on allait chercher le lait à la ferme, il y avait un clapier ou un poulailler pour avoir un lapin ou une volaille, on avait peut-être un cochon chez la voisine et on le tuait une fois, on en tuait un ou deux par an. Il y avait des légumes, donc il y avait des proximités pour s'alimenter. Pour nourrir les villes, il faut forcément passer par des industries qui stabilisent les produits alimentaires, donc les industries alimentaires. Il faut les distribuer, il faut les stabiliser, et la population mondiale va être de plus en plus éloignée des sources de production de l'aliment. Et déjà aujourd'hui, ils ne savent plus très bien comment sont produits les aliments et quelle est leur nature. C'est le 4e chiffre. Le 7e chiffre, et dernier chiffre, c'est que 2 milliards d'habitants auront plus de 60 ans. Plus de 60 ans, plus de 65 ans, ça veut dire que 2 milliards d'habitants seront beaucoup moins productifs dans les champs pour produire notre nourriture. Il faudra donc avoir une agriculture de plus en plus productive pour nourrir des gens qui ne sont pas capables de se nourrir, de contribuer à l'alimentation. Je reviendrai sur ces points-là. Donc ça, c'est le paysage, c'est de dire qu'il faudra nourrir 2 milliards d'Africains, qu'il faudra tenir compte du changement climatique et adapter l'agriculture à ce changement, qu'il faudra répondre à la demande croissante en aliments de haut de gamme, si je peux dire, d'une classe moyenne, qu'il faudra apporter cette nourriture dans les villes, et enfin qu'il y aura beaucoup de personnes âgées dont les habitudes alimentaires seront un peu différentes de celles d'aujourd'hui. C'est ça qui va, d'une certaine manière, au niveau mondial, définir ce qu'on aura à faire. Alors peut-être déjà là-dessus, vous avez des questions, parce que je ne reviendrai pas là-dessus, je ne sais pas si vous avez, ou des commentaires, hein, avec plaisir. Non, pas pour l'instant. Peut-être tout. Oui. Est-ce que la population mondiale va augmenter? Ah. Il y a deux sortes de démographes. Il y a ceux qui vous disent en 2100, on sera 10 à 11 milliards d'habitants, et ça se stabilise. Les êtres vivants, ils obéissent à une règle, tous les êtres vivants, depuis des micro-organismes à une courbe qu'on appelle une courbe en S. Il y a une lente croissance, une croissance très rapide, une stabilisation et la mort, et la disparition. C'est le cycle de la vie, ça. À plat, ça augmente, ça stabilise. Alors il y a des démographes qui disent 10 à 11 milliards d'habitants. Il y en a d'autres qui disent on ne peut absolument pas prévoir. On n'a aucune idée de la manière dont vont évoluer les cultures, les progrès de la médecine, les progrès de l'alimentation, les guerres, les épidémies majeures, etc., pour savoir ce qui va se passer. Donc un certain nombre refusent de répondre à votre question, d'autres répondent. Maintenant, je ne suis pas capable de trancher. Mais enfin, voilà la réponse qu'on peut donner. Excusez-nous, pardon. Si vous avez déjà posé, levez la main, on vous donnera le micro parce que sinon on enregistre, on n'entend pas la question. Je vais la répéter. Donc, je répéterai la question. La question était de savoir quelle serait la population en 2100. Et la deuxième, s'il y a une majorité d'avis qui pensent d'un côté ou de l'autre. Ça, je n'ai pas d'avis sur cette question, parce que mon monde n'est pas celui des démographes. Donc, par exemple, le professeur Lebars, qui est vraiment un démographe réputé en France, considère qu'on ne peut faire aucune prévision. Voilà, il y en a d'autres qui en font. Alors, d'abord, un certain nombre de commentaires sur ce que, à mon avis, ne sera pas l'alimentation de demain, ce que nous ne mangerons pas demain. On a beaucoup fantasmé à une époque sur le fait que nous allons nous nourrir de pilules. Ça sera formidable, hein. On ira acheter un petit tonneau de pilules, ça sera tout prêt, il n'y aura pas de cuisine à faire, il n'y aura pas de vaisselle à faire, il n'y aura plus de courses à faire, on ne perdra pas de temps pour se nourrir, ça sera très sympa, on aura ces petites pilules et puis ça sera parfait. Alors si on fait un petit calcul, sachant qu'il nous faut à peu près 2200-2500 kilocalories par jour, les calories c'est l'énergie alimentaire, les calories alimentaires, à peu près 2500 par jour, on a un petit calcul qui nous permet de montrer que pour se nourrir, rien que pour avoir les calories dont on a besoin, il faudrait avaler à peu près 350 pilules d'1 gramme tous les jours. En 350, ça vous fait, vous allez au petit déjeuner, vous allez prendre 50, 200 pour un bon déjeuner, un petit encas à 4 heures,
et puis le reste le soir, une centaine. On peut aussi calculer que pour à chaque pilule, pour l'avaler, il faut 15 ml d'eau. Quand vous avalez un médicament, chaque fois, c'est à peu près 15 ml d'eau. Donc, pour avaler toutes ces pilules, c'est 5 litres d'eau. Beaucoup, hein. On dit qu'il faut boire à peu près 1,5 litre. Donc, et si vous mettez 15 secondes entre chaque pilule, il vous faut passer 3/4 d'heure par jour à avaler des pilules avec 5 litres d'eau. Donc, je crois qu'on doit pouvoir dire que ce schéma n'est pas celui de l'avenir, qu'il n'y a aucune chance que nous mangions comme ça. Mais, comme il y a toujours des imaginatifs, il y a une autre solution qui est proposée. C'est une petite société américaine de la Silicon Valley, vous savez, en Californie, où il y a tant d'innovateurs, notamment en informatique, qui a inventé une poudre qui contient tous les nutriments dont on a besoin. Les ressources en protéines, en lipides, en graisses, en sucre, en vitamines, en minéraux. C'est une poudre qui se met bien en suspension. Le matin, on met son sachet de poudre dans un flacon. On met l'eau 2 litres, et puis on boit ça régulièrement dans la journée. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Sauf le plaisir. Hein. Sauf le plaisir. Alors, si vous allez sur le site de cette société, Soylent, vous constatez que c'est formidable, on va gagner du temps. Ce qui me fait penser à une petite anecdote, ceux d'entre vous, la majorité, j'imagine, qui connaissent Le Petit Prince de Saint-Exupéry, se rappellent peut-être de cette histoire qui raconte où le Petit Prince rencontre un vendeur de pilules, justement. Et c'est une pilule qui évite d'avoir soif. Et il dit, c'est formidable, et à quoi ça sert? On gagne beaucoup de temps. Au lieu d'aller à la source, on prend sa pilule, on n'a pas besoin d'y aller. Et ça fait gagner 45 minutes par jour. Et le Petit Prince répond, si j'avais 45 minutes, moi j'irais tranquillement me promener jusqu'à trouver de l'eau à ma source. C'est exactement ça. Si je gagne 45 minutes, ces 45 minutes, moi je vais les utiliser pour faire un bon repas entre amis et de manière conviviale. Donc ça il y a beaucoup de buzz médiatique là-dessus. Les journalistes ils tombent là-dessus, ils disent c'est ça l'avenir. Non, je ne pense pas, tout du moins chez nous, qu'on est prêt de manger comme ça. Alors il y a d'autres solutions, c'est celle-ci. Vous avez sans doute entendu parler, les journaux, les télévisions en ont parlé, une époque pas mal, encore récente. Ce sont des Hollandais qui ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une cellule souche de muscle. Et ces cellules qui permettent de régénérer des organes. Donc, à partir d'une cellule souche de muscle, telle que les utilisent parfois d'ailleurs le corps médical pour régénérer des fibres musculaires qui ont été détruites chez un malade. Alors, ils partent d'une cellule souche, la mettent dans les cultivent, et pour les cultiver, il faut des acides aminés qui sont des molécules qu'on trouve dans les protéines, des sucres, des facteurs de croissance, des hormones, un peu de sérum fœtal en plus, parce que vraiment ça ne fonctionne pas. Et au bout d'un certain temps, les cultivants, il y a quelque chose qui ressemble à de la viande. Ce sont des fibres de viande, c'est des fibres de muscle. On ne sait pas tout à fait de la viande, parce qu'il n'y a pas de gras, parce qu'il n'y a pas de minéraux comme on trouve dans la viande. Ça vaut, ceux qui ont fait un titre expérimental, 250 000 € le beefsteak. Mais il y a encore des gens qui disent, oui, c'est ça l'avenir. Alors moi, je veux bien diviser par 1000 le coût de fabrication, ça fait encore 250 €, ce qui fait encore beaucoup. En fait, c'était une affaire qui a permis à une université de glaner des sous à droite et à gauche pour faire des expériences. D'ailleurs, celui qui a fait ça n'est pas du tout un spécialiste des questions alimentaires. Et là, vraiment, il vaut mieux une vache qui mange de l'herbe dans un pré pour faire des beefsteaks que de cultiver des cellules musculaires sur notamment du sérum fœtal. Il faudra les trouver d'ailleurs en plus. Sérum fœtal de veau. Bon, donc ça, j'y crois pas beaucoup. Autre chose dont on parle également depuis quelque temps, c'est les imprimantes 3D. Les imprimantes par couche, ça vous en avez entendu parler. Ces machines qui déposent des couches les unes après les autres, avec lesquelles d'ailleurs, si on a perdu sa clé et si on en a gardé l'image informatique, on peut vous refaire votre clé automatiquement. Il y a même des voitures, des moteurs qui peuvent se fabriquer comme ça. Il y a même, m'a-t-on dit, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas vu, des cabanes qui sont construites, il y a des grosses imprimantes 3D, on peut à peu près tout faire. Donc l'idée, c'est de dire, avec une imprimante 3D, je vais faire les aliments de demain. Je vais faire par exemple une pizza. Alors pour faire une pizza, je vais commencer par imprimer une pâte, ensuite je vais faire venir par-dessus
de la sauce tomate, et puis je vais faire venir du fromage, etc. etc. Ouais, bon, enfin, il est aussi simple de rouler sa pâte avec un rouleau à pâtisserie, hein, éventuellement, et de le badigeonner de tomates, de mettre du fromage et de faire cuire. Alors ça, peut-être dans des cas très particuliers, notamment c'est étudié par la NASA pour de futurs voyages vers Mars, pour simplifier les conditions de préparation tout à fait aseptiques. Vous avez des sucres qui peuvent de forme bizarre, qui peuvent se fabriquer comme ça. Donc pour fabriquer des aliments ayant une forme très particulière, on peut l'imaginer, mais je ne crois pas non plus que ce soit l'avenir. Autre point d'avenir, alors celui-là qui est beaucoup plus médiatisé aujourd'hui, c'est les insectes. On va se nourrir d'insectes. Et je vais m'arrêter un peu plus longtemps là-dessus. On va se nourrir d'insectes, pourquoi? Quels sont les arguments qui nous disent ça? Premier argument, c'est de dire qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui mangent des insectes. Et on trouve ça effectivement dans les sites de la FAO, il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui mangent des insectes. Mais vous aurez bien noté que manger des insectes, c'est pas se nourrir d'insectes, c'est pas du tout la même chose. Si vous mangez des insectes à un apéritif un petit peu convivial pour s'amuser, vous allez manger des insectes, mais vous n'êtes pas nourri. Le problème, c'est pas de savoir si on en mange, c'est de savoir si on s'en nourrit. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas une population qui se nourrit significativement avec des insectes, sauf peut-être dans quelques forêts tropicales africaines où la ration alimentaire, les besoins alimentaires apportés par les insectes représenteraient au maximum 10% des besoins. Voilà. Ça, c'est ceux qui en mangent le plus, qui se nourrissent le plus. Ça, c'est ce qu'on trouve sur les marchés de Oaxaca, au Mexique. Hein. Et ça, c'est très populaire, d'ailleurs, au Mexique, mais c'est vendu, on en mange pour s'amuser, comme on mangera ici un petit produit apéritif, un petit tuck, etc. Mais ça on ne s'en nourrit pas, hein. On en grignote. Mais il y a d'autres arguments qui sont avancés, c'est de dire les insectes, c'est très riche en protéines. C'est beaucoup plus riche en protéines que la viande. C'est un argument qui n'est pas exact. Lorsque vous regardez les chiffres, vous constatez que si je prends un produit frais, un insecte, une chenille fraîche, ou si je prends un œuf frais, ou si je prends un blanc de poulet, je constate que dans le blanc de poulet, j'ai plus de protéines que dans la chenille. En plus, dans la chenille, il y a des carapaces, hein. Il y a un petit peu de ce qu'on appelle de la chitine, qui n'est pas très digestible. Et je pense que je vous convaincrai pour vous dire que l'avenir, ce n'est pas les insectes, parce que vous aurez noté que pour avoir un apport en protéines, qui est quand même un des nutriments qui est à la base de notre alimentation, pour avoir un apport en protéines qui est équivalent à 100 grammes de blanc de poulet, il faut avaler 30 à 50 grosses chenilles. Alors, je vous laisse faire le choix, là aussi. La première fois, ça passe peut-être. La deuxième, ça doit être un peu dur. Et la troisième, on revient au blanc de poulet. Alors, il y a un autre argument qui est de dire, oui, mais la viande animale, le poulet, c'est une catastrophe parce qu'on part de produits végétaux qu'on transforme en produits animaux avec de très mauvais rendements. Mais pour le poulet, c'est pas vrai. Le poulet est devenu une bonne machine qui transforme à peu près dans un rapport de produits végétaux pour avoir un de produits de poulet. Les insectes, c'est 2 pour avoir 1,2. Alors on vous répond à ça, oui, mais les insectes, on va leur donner à manger des déchets de toutes sortes. Oui, mais ça ne sera jamais autorisé, ça. C'est trop dangereux pour la santé de se nourrir à partir de déchets de toutes sortes. Aujourd'hui, vous trouvez quelques petits fabricants. Vous avez à Toulouse, là, pas très loin d'ici, qui fabrique, qui élève des insectes, les commercialise, et en fait des farines. Il y a un petit accord d'ailleurs avec une biscuiterie, une petite biscuiterie régionale, qui met des farines d'insectes dans des biscuits, donc c'est des farines aux insectes. Ce qu'il espère, ce petit entrepreneur, qui fait un joli boulot d'ailleurs, c'est bien, c'est d'en faire 13 tonnes par an. 13 tonnes par an, on ne va pas nourrir le monde avec 13 tonnes par an. Hein. Sachant que chacun d'entre vous, vous mangez à peu près 500 kilos d'aliments par an. Donc avec 13 tonnes, on nourrit en quantité 26 personnes. Hein.
Donc ça ira pas. Oui, c'est ça, 26 personnes. Donc ça ira pas très loin. Mais ce sont des petites sociétés qui gagnent de l'argent parce qu'ils vendent des petits sachets, ça coûte cher, ça se vend bien, c'est sympa, c'est relativement cher. Alors il y a une autre voie possible avec les insectes. C'est les insectes, c'est les transformer en farine, et ces farines les donner à manger aux animaux, notamment aux poissons ou aux volailles qui ont l'habitude de manger des insectes. Alors il y a des travaux là-dessus qui ne sont pas très prometteurs, hein, il faut dire. Donc manger des insectes, on en mangera peut-être un petit peu. Sur le plan environnemental, ce n'est pas forcément formidable non plus, parce que les insectes ils demandent d'être maintenus à 25-30 degrés, et pour être maintenu à 25-30 degrés, il faut de l'énergie. Soit il faut chauffer, soit il faut refroidir, donc ça consomme beaucoup d'énergie. L'avantage majeur des insectes, c'est que ça prend peu de place. On peut faire des tours, donc l'empreinte au sol est faible. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va manger demain? Ah ben ça, par contre, oui, c'est quelque chose qui s'est développé. C'est au lieu de transformer le soja en beefsteak, finalement, puisqu'on va cultiver du soja pour le donner à manger aux vaches qui vont en faire des beefsteaks, on va partir de protéines végétales extraites du soja, qui est l'une des plantes les plus productrices de soja à l'hectare, et on va isoler les protéines du soja, on va les texturer, les hydrater, et on va faire des simili-viandes, comme on en trouve aujourd'hui, de steaks de soja. C'est la société Sojasun qui est plus... Voilà, c'est des choses qui se font, ou de manière beaucoup plus traditionnelle, comme ça se fait en Asie, où ce sont des produits fermentés, ou non fermentés, qui sont des fromages de soja. Ce sont des produits qui existent. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché-là, ici, ce marché-là, c'est aujourd'hui, dans le monde, allez, 3 milliards d'euros à peu près. En France, on dépense à peu près, en France seulement, ça c'est 3 milliards, c'est dans le monde. En France, on dépense à peu près 250 milliards d'euros pour se nourrir. Donc ce sont vraiment des épiphénomènes sur la manière de se nourrir demain. Mais il y a un marché qui est celui des végétariens. On fait aussi des jus de soja pour remplacer le lait. Vous devez noter que j'ai parlé de jus de soja, parce qu'on n'a pas le droit, c'est contraire à la loi, de vendre du lait de soja. Le lait est réservé aux produits venant des mammifères. On ne peut vendre que du jus de soja. Et puis si on regarde ça d'un peu plus près, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec du lait. Simplement, c'est un produit liquide, c'est un liquide blanc. Mais une suspension de plâtre, c'est aussi un liquide blanc, c'est pas du lait. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais le marché est très petit. Donc, toutes ces voies dont on parle beaucoup, ce sont des choses qui peuvent se développer. Ça ne va pas être au cœur de notre alimentation de demain. Tout le moins, tel est mon point de vue. Sur ce que je viens de dire, là, est-ce que vous avez des questions sur les insectes, sur les muscles, des cultures de muscles, sur... est-ce qu'il y en a parmi vous? Parce que souvent, quand il y a un journaliste qui me téléphone, je dis, moi, je ne crois pas qu'on mange dans le insecte. Mais si, j'ai vu sur Internet qu'on allait en manger, pourquoi vous me dites ça? Je dis, moi, je ne crois pas, mais vous avez le droit de croire. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent qu'on va manger des insectes demain pour se nourrir? Ou pas du tout? Pas d'avis? Attendez, s'il vous plaît. Oui, attendez, on va vous donner le micro. Micro. Je pense que oui, puisque ça existe déjà dans certains pays, donc non. Ben, on en mange très peu, je vous l'expliquer. Oui. Extrêmement peu. En Chine, sur les marchés, ça s'achète comme ça. Là, Oui, mais est-ce que vous savez combien les gens en achètent et combien ils en mangent? Non, pour l'instant, c'est plus certainement. Ils en mangent comme pas pour se nourrir, ou très peu. Ils en mangent pour se faire plaisir, parce que c'est une petite gâterie. À Madagascar, par exemple, on mange des larves des cocons d'abeilles. Des petits cocons, là. C'est quand on est invité, c'est vraiment une gracieuseté qu'on vous fait. C'est un produit un peu grassouillé et tout. On en mange 2 ou 3, puis ça s'arrête là. On n'en mange pas plus. C'est des produits un petit peu festifs. Mais on en trouve dans des marchés, effectivement, mais ça reste extraordinairement limité.
même dans des pays qui ont une tradition culturelle pour manger des insectes, comme je disais tout à l'heure, vraiment ils ne s'en nourrissent pas. Et il y a peu d'arguments. Alors, je vous signalais au début que les classes moyennes seront de plus en plus nombreuses. Et comme je vais vous le dire maintenant, les classes moyennes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent de la viande. Et contrairement à ce qu'on peut espérer, parce que parfois ça inquiète et tout, les prévisions, qui sont, je pense, assez solides, sont de dire que entre 2010 et 2050, dans le monde, je reviendrai sur la France après, dans le monde, on mangera 1,6 fois plus de viande de bœuf, bien davantage de volaille, on mangera plus de porc, on mangera plus de moutons. Globalement, on mangera près de 70% de plus de viande qu'aujourd'hui, d'une part parce que la population augmente, mais surtout parce que les classes moyennes, dans tous les pays du monde, plus les populations vivent dans des pays où le produit national brut augmente, plus ces populations mangent de la viande. Et ça, c'est un chiffre qui parfois choque ceux qui pensent que manger de la viande, c'est une agression contre la planète. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment la prévision de dire, contrairement à ce qu'on devrait peut-être faire, on mangera dans le monde de plus en plus de viande. Et ce n'est pas les insectes qui vont remplacer la vache, le cochon, le mouton ou le porc. Très probablement pas. Alors la question qui va se poser, si on mange de plus en plus de viande, est-ce qu'on aura de quoi donner à manger aux animaux? Et où est-ce qu'on va le trouver? Est-ce que ça ne se fera pas au détriment de ceux qui n'auront plus à manger? Et ça, c'est une prévision assez solide et assez sûre de penser que, pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, on va se trouver dans des villes, on va être plus riche, on va manger de plus en plus de viande. Ce qui va à l'encontre, je dis tout à l'heure, alors dire qu'on va manger plus de viande, ça veut dire aussi qu'on boira plus de lait, qu'on mangera plus d'œufs. C'est lié tout ça. D'ailleurs, si on mangeait plus du tout de viande, on n'aurait plus de lait. Imaginons qu'on refuse de manger de la viande de bœuf parce que les vaches émettent du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre puissant. Donc, chaque vache contribue au réchauffement climatique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais s'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de cuir, et même il n'y a plus de bouse de vache dont certaines populations utilisent comme combustible. Donc en fait, la vache, c'est pas uniquement de la viande, c'est un tas d'autres choses. Alors il faut savoir que si on supprime la vache, on supprime le lait. On ne peut pas... S'il n'y a plus de vache, il n'y a plus de lait. Bon, ça, c'est un facteur à prendre. Et qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est cette courbe. Pardonnez-moi, elle est un tout petit peu compliquée. Mais que montre cette courbe? Elle montre que, au fur et à mesure que le produit industriel brut d'un pays augmente, la consommation de viande va en augmentant. Et comme des pays, vous voyez que la Chine a déjà monté, le Brésil aussi, l'Inde c'est un peu différent, mais néanmoins même aux Indes ça augmente, progressivement on va aller vers quoi? Vers une consommation de viande par habitant de l'ordre de 60 à 80 kilos par tête et par an. En France aujourd'hui on est au-dessus de ça, mais on va vers là. Donc c'était un premier élément que je faire passer, c'est que notre alimentation de demain, dans le monde, ça sera plus de viande. En France, par contre, on en mange un peu trop. On en mange un peu trop suivant si on se réfère aux normes de la nutrition. Il y a une règle que j'utilise souvent, c'est de dire que notre carburant, pour nourrir notre corps, nous utilisons le GPL 312. Alors, ce n'est pas le gaz de pétrole liquéfié, hein, non. Le GPL 312, c'est de dire qu'il faut 3 de glucides comme apport calorique, 1 de protéines comme apport calorique, 2 de lipides comme apport calorique. Glucides, protéines, lipides, 312. Et ça, c'est le bon équilibre. Ça veut dire qu'il faut 15% de nos calories, dans un bon ration alimentaire, doivent provenir des protéines animales ou végétales. Et aujourd'hui, on a un peu trop de protéines animales, donc on devrait descendre, et donc il serait souhaitable que les Français mangent moins de viande qu'aujourd'hui, peut-être moins de protéines au total, mais surtout moins de viande et remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Alors quelles protéines végétales?
Bon, le soja, ça, on ne va pas le manger, ça ne se mange pas bien, mais les légumineuses comme le haricot, la lentille, le pois, qui sont des légumes secs qui devraient, pour le bien-être nutritionnel de la population, devraient augmenter. Alors la difficulté, c'est que ça, c'est pas très rentable à cultiver. Les rendements ne sont pas très bons. Puis en plus, il y a des maladies qu'on sait mal soigner sur ces produits. Donc, du point de vue de l'agriculture, c'est pas très facile. Il est plus facile de faire de l'élevage. Donc, c'est des équilibres. Donc, dans le monde, on mangera plus de viande. Chez nous, on devrait en manger moins. Et on peut espérer qu'on mangera plus de légumes secs. Alors déjà, c'est intéressant de regarder ça, c'est que notre ration alimentaire a bien évolué. J'ai pris ici trois dates. 1950, c'est la première colonne, en noir. En gris clair, c'est 1990. Et en gris plus foncé, c'est 2009. Qu'est-ce qu'on constate? D'abord, très globalement, sans rentrer dans le détail, on constate qu'entre 1950 et 1990, notre système a fortement évolué, mais qu'entre 1990 et 2010, il s'est un peu stabilisé. Le céréales, pommes de terre, on est resté au même niveau. Pour fruits et légumes, ça a augmenté. Le lait, c'est resté au même niveau. La viande, ça a un peu augmenté, un peu diminué, tant mieux. Le poisson, ça n'a pas bougé. Par contre, entre 1950 et la moyenne 90-2009, on voit qu'il y a une chute très importante. En particulier, on mange beaucoup moins de féculents, beaucoup moins de céréales, beaucoup moins de pain. Il y a une époque où on se nourrissait que du pain. On mangeait 500 grammes de pain par jour. Aujourd'hui, on est à 120-130 grammes, maximum. Maximum, ça baisse. Les pommes de terre, on en mange beaucoup moins aussi. Les fruits et légumes, c'est bien. Alors, l'un des freins de la consommation de fruits et légumes, c'est que c'est des produits qui coûtent cher et que les ménages qui ont peu de revenus ont de la peine à s'acheter des fruits et légumes. D'où l'intérêt d'ailleurs de produits qui se mettent en vente aujourd'hui, qui sont des produits décalibrés ou déclassés, parce que les normes de commercialisation vous obligent pour commercialiser une pomme, il faut qu'il y ait un certain diamètre, une certaine hauteur, autrement on n'a pas le droit, il faudrait la jeter. Et actuellement, il y a tout un mouvement qui se fait, même dans les grandes surfaces, pour vendre des produits déclassés. Bon, simplement, ils n'ont pas exactement la bonne forme. Et j'espère que ceci va permettre un accès aux fruits et légumes à ceux qui, pour l'instant, pour qui c'est trop cher. Alors nous, voilà, un peu moins de viande. Mais alors, la leçon à tirer de cela, c'est que notre ration alimentaire au quotidien est à peu près stabilisée. Et ce que nous mangerons probablement dans une vingtaine ou une trentaine d'années chez nous, c'est à peu près ce que nous mangions il y a 25 ans, en 90. Alors, réfléchissez à ce que vous mangiez hier, votre dîner ou avant-hier. Alors, je ne sais pas, une soupe ou une salade, ou un poisson, une grillade, une côte d'agneau, pommes de terre ou des fruits et légumes, ou des haricots verts, peut-être un fromage, si vous êtes très fin, un dessert, un entremets, du pain, du vin ou de la bière ou de l'eau. Vous auriez mangé exactement la même chose il y a 30 ans. Il n'y a pas de différence, pas majeure. Si peut-être, vous n'auriez pas mangé de kiwi parce qu'aujourd'hui on n'en avait pas, ou de mangue parce qu'il n'y en avait pas. Mais mis à part le kiwi et la mangue, vous n'avez pas grand-chose de très nouveau dans nos assiettes. En fait, on mange aujourd'hui, et avec les mêmes proportions à peu près, de ces différents éléments de base, que ce qu'on mangeait il y a 30 ans. Mon message à moi, ma vision, c'est que dans 30 ans, il n'y a pas de raison particulière pour qu'on ne continue pas à manger à peu près de la même manière. Notre système alimentaire est extrêmement, comme on dit, en termes un peu techniques, robuste, c'est-à-dire qu'il ne se modifie pas. Il est extrêmement constant. Les Français continuent à privilégier le plaisir et la convivialité de leur repas. Quand on est seul à manger, on n'aime pas trop. Si on peut manger à plusieurs, on préfère. Ce qui n'est pas le modèle américain. Les anglo-saxons mangent souvent seuls. Même au travail, ils ont leur petite gamelle et ils la mangent sur leur bureau dans un coin. Nous, on a une culture de convivialité, de plaisir, et c'est une valeur extrêmement sûre. On prend nos repas toujours à peu près à la même heure. Quand on regarde les pics, quand on compare différents pays avec les pics, à quelle heure les gens déjeunent, on constate qu'en France,
la quasi-totalité des Français se nourrissent entre midi et demi, midi et quart et 1h30. Dans les pays anglo-saxons, on a une courbe beaucoup plus plate qui n'y a pratiquement pas de pic. On mange à n'importe quelle heure. Donc nous, on a une structure extrêmement fixe. La majorité de nos repas sont pris en famille en France. Et ça, c'est évidemment très, très solide. C'est très robuste comme caractéristique. Donc, moi, je pense, en fonction de ce schéma-là, qui montre que les proportions de poissons, viande, lait, fruits, légumes, céréales se sont stabilisées depuis 25-30 ans, que nos manières de nous nourrir n'évoluent guère, que dans 20 ou 30 ans, ben, on mangera à peu près toujours de la même manière. C'est qui n'empêche pas, madame, qu'un jour, au petit déjeuner, à l'apéritif, on servira des petits insectes pour se faire plaisir et pour faire quelque chose d'un petit peu original. Ou vous offrirez à vos petits-enfants une sucette avec un grillon dedans. Voilà, comme on me l'avait offert, j'ai fait cet exercice. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Hein. Enfin, je n'ai pas voulu les décourager, mais non, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Voilà, donc ça, c'est important à noter. Alors, il y a quand même des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger dans le domaine de la nutrition. Alors ça, c'est des choses extrêmement intéressantes qui se passent. Vous savez, la nutrition, jusqu'à Claude Bernard, en 1850, par là, au 19e siècle, on ne savait absolument pas comment fonctionnait notre corps. Et quelqu'un d'aussi brillant que Descartes nous expliquait dans le discours de la méthode qu'il était évident, c'était évident, c'était une certitude, que lorsque nous mangions, là, les aliments venaient dans notre estomac, l'estomac servait en quelque sorte d'une casserole, il y avait une cuisson dans l'estomac, et le sang qui tournait, qui irriguait l'estomac, réceptionnait les nutriments qui émanaient de cette casserole pour les envoyer vers le cœur et nous permettre de vivre. C'était le schéma classique de la nutrition. Il a fallu attendre Claude Bernard dans les années au milieu du 19e siècle pour comprendre que ce n'était pas du tout comme ça. Et donc on a depuis cette époque-là compris qu'il y avait des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines au début du XXe siècle, des minéraux, tout ça, ça faisait notre ration. Mais donc on a fini par comprendre la notion d'équilibre alimentaire, de ration alimentaire, de comprendre que ce n'était pas un aliment qui était bon ou qui est mauvais, mais que c'était l'ensemble des aliments que l'on mangeait, c'était la composition de notre ration alimentaire qui était bonne ou qui était mauvaise. Mais il y a deux événements qui viennent de se produire assez récemment. Le premier, je l'ai schématisé par ces deux images, c'est que les aliments que nous mangeons agissent sur l'expression de nos gènes. La manière dont je vais manger va, comme on dit, allumer ou éteindre le fonctionnement de la mise en route de nos gènes. Et d'autre part, ce qu'on a aussi montré, c'est que suivant ce que je suis, suivant mon génome, suivant les caractères héréditaires qui sont en moi, je ne vais pas réagir de la même manière aux aliments que je mange. Il y a donc une double interaction qu'on est en train d'élucider lentement entre notre génome et notre alimentation. Effet du génome sur la manière dont les gènes s'expriment, effet de nos gènes sur la manière dont nous assimilons nos aliments. Et il se crée une nouvelle science dans ce domaine, qu'on appelle la nutrigénétique, la nutrigénomique, qui essaye d'élucider pourquoi nous ne sommes pas tous pareils. Alors on savait déjà des choses là-dessus. En particulier, il y a des Mexicains qui étaient connus pour avoir des gènes de sauvegarde. C'était des gènes qui leur permettaient, en cas de disette, de mieux stocker les aliments. Et c'était donc un avantage sélectif. Autrefois, avoir ces gènes qui permettaient de mieux stocker les aliments, c'était un avantage parce qu'il n'y a pas suffisamment de quoi manger. Aujourd'hui, ce sont tous des obèses. Parce que comme il y a de quoi manger, ils stockent tout ce qu'ils mangent et ils deviennent obèses. Donc là, on voit bien qu'il y a déjà des différences génétiques, on avait perçu tout ça. Mais avec l'évolution des techniques qui permettent à très bon coût d'établir le génome de chacun, pour 1 000 $ aujourd'hui, hein, on peut se faire son génome, les recherches vont progresser et peut-être ira-t-on dans le futur vers une alimentation beaucoup plus personnalisée en fonction de ce que nous sommes. C'est-à-dire que la notion de ration alimentaire, manger varié et équilibré, ça ne sera peut-être pas le même équilibre pour chacun d'entre nous. Certains devront exclure certains aliments, d'autres pas. Par exemple, le cholestérol.
Le cholestérol, pour certains, on sait aujourd'hui que pour certaines personnes, le cholestérol entraîne, manger des œufs qui ont du cholestérol, ou manger du beurre où il y a du cholestérol, entraîne la formation de mauvais cholestérol. Et que pour d'autres, ça n'a aucun effet. À peu près, c'est moitié-moitié, à peu près. Par contre, tout le monde, lorsqu'on mange trop de graisse, fait du cholestérol mauvais. Donc pourquoi se priver de cholestérol dans les œufs si ça n'a aucun effet pour moi? Donc peut-être j'appartiendrai à la population de ceux qui pourront manger autant de cholestérol qu'ils veulent et ça n'aura aucun effet. Et c'est si vrai qu'on a fait un jour du beurre sans cholestérol. Alors ce beurre sans cholestérol, c'est dire qu'il n'y a pas de cholestérol, c'est bon pour la santé. Oui, mais ce qui fait surtout le cholestérol dans notre corps, c'est la matière grasse. Alors vous voyez l'ambiguïté du message, parce que manger du beurre sans cholestérol, ça veut dire que je vais pouvoir en manger, ça ne me fera pas de mal. Alors en fait, ça me fait du mal, parce que ce qui me fait du mal, c'est le beurre, c'est le gras, c'est pas le cholestérol dans le beurre. Alors Dieu merci, c'est un produit qui a été retiré de la vente. Donc ça, c'est une première évolution. Une première évolution. La deuxième évolution, c'est, vous avez peut-être entendu parler aussi, ce qu'on appelle le microbiote, les micro-organismes qui sont dans notre intestin. Alors ça, c'est encore beaucoup plus intéressant et beaucoup plus proche. En raison de l'évolution des techniques d'analyse, on sait aujourd'hui que notre intestin, vous savez, notre intestin, quand vous l'étalez, ça fait l'équivalent de 2 cours de tennis en surface. Tellement c'est replié sur lui-même. Et il y a des interactions incroyables entre la circulation sanguine et l'intérieur de notre intestin, par ses membranes, et en particulier les micro-organismes. Nous en avons 10 fois plus que de cellules de ces micro-organismes. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces micro-organismes, que cet intestin établit un dialogue permanent avec notre cerveau. Et vous savez, quand vous êtes cassé le bras, vous avez mal au bras. C'est tout. Quand vous avez mal au ventre, vous ne vous sentez pas bien. On est mal partout. Probablement parce qu'il y a cette connexion entre le cerveau et l'intestin. Alors, ce qu'on pense de ce microbiote que nous avons tous, que nous n'avons pas le même, c'est qu'il a des effets d'abord aux fonctions alimentaires. Il nous permet de digérer un certain nombre de produits que nos enzymes ne savent pas digérer, donc c'est transforme notamment des fibres. Mais il y a des fonctions biologiques. Pardon. Il y a des fonctions biologiques telles que... Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Voilà, hop, des fonctions biologiques telles que la stimulation du système immunitaire, la stimulation des défenses passives, ça on en sait beaucoup, beaucoup plus. Et puis il y a des fonctions thérapeutiques, c'est des fonctions de barrière. Alors on en est à tel point qu'aujourd'hui, on commence à faire ce qu'on appelle des greffes fécales. Qu'est-ce que c'est qu'une greffe fécale? Elle consiste tout simplement à vous faire un lavement complet, comme certains l'ont peut-être eu avant de faire une célioscopie, une coloscopie, pardon. Donc on nettoie complètement l'intestin et on le re-ensemence avec des fesses considérées comme plus sains. Et donc on commence aujourd'hui, notamment il y a des essais qui se font contre l'obésité, parce qu'on suspecte que des différences dans la composition, la nature et la quantité des micro-organismes de notre intestin a des effets sur l'obésité. Et les médecins spécialisés commencent à essayer des traitements dans cette direction. Et ça, je crois que ça va beaucoup influencer la capacité à faire demain des aliments qui seront un véritable effet physiologique spécifique. Aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas fameux. J'en ai mis un là. Là, ça, c'est un bon produit qui pourra en se développer. C'est du lait sans lactose pour ceux qui ne sont pas capables de digérer le lactose, et c'est de plus en plus vrai lorsqu'on prend de l'âge. Ce sont des laits dans lesquels la digestion du lactose se fait dans le lait lui-même, par l'ajout d'une enzyme. Et ça, c'est les matins légers que vous trouvez, que tous ceux qui ne supportent plus le lactose peuvent utiliser. La seule différence avec le lait normal, c'est que le sucre lactose, au lieu de se trouver sous la forme entière, qu'on n'est plus capable de digérer, et que de ce fait, les micro-organismes de notre intestin vont faire fermenter, ce lactose est transformé par une enzyme en 2 sucres, ça donnera un petit goût un petit peu sucré, mais c'est la seule différence qu'il y a. Alors je vais aller un petit peu plus vite, pour dire qu'on parle aussi aujourd'hui beaucoup de l'intolérance au gluten. Il y aurait 10% de la population qui ne pourrait plus manger de gluten. Et vous constatez qu'on commence à avoir dans les grandes surfaces de plus en plus de produits sans gluten. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de ça? On aura effectivement dans l'avenir
un petit peu en raison de ces personnalisations de l'alimentation, des aliments qui seront plus ciblés sur telle ou telle pathologie. Il y a à peu près 1% de la population française qui a un problème avec une intolérance au gluten qui se traduit par de gros problèmes digestifs. Et je vous garantis que ceux qui ont cette intolérance, ils le savent. Ils le savent parce que c'est insupportable et ils mangent de manière extrêmement stricte sans gluten. Mais il y en a 9% de plus en France aujourd'hui qui se disent « je ne supporte pas le gluten ». Ce que ne met en évidence aucun symptôme biologique, aucune analyse, aucune étude de l'intestin, aucune analyse sanguine ne montre qu'il y a l'intolérance. Et ce qui me semble, moi, c'est que sous la certaine pression des pouvoirs publics, des médias qui vous disent attention, attention, le gluten c'est dangereux, ne mangez plus de pain, le pain d'autrefois c'était bon, aujourd'hui il est mauvais, ne mangez plus, prenez plus de farine, etc. etc. Il y a une espèce de panique qui s'empare de chacun d'entre nous, et chacun se découvre comme intolérant au gluten, et comme lorsqu'il mange des produits sans gluten, il se trouve mieux, il en conclut qu'il en a bien raison. De mon point de vue, c'est un effet placebo, purement psychologique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça me fait du bien, donc ça me fait du bien. Et ça suffit à faire que ça me fasse du bien. Mais ce n'est pas parce que il se passe des choses dans mon système digestif, c'est parce que dans mon cerveau, la manière dont je pense mon aliment a un effet direct sur la manière dont j'assimile ou je réagis à ce que je mange. Le meilleur des exemples, c'est que si on vous fait un civet de lapin et qu'on vous dit, après que vous y soyez régalé, oui, mais je ne te l'ai pas dit, mais c'est ton chat que j'ai fait cuire, vous partez instantanément vomir. Parce que vous ne supportez pas. Donc il y a un effet dans la tête sur la manière dont on mange. Peut-être d'ailleurs en raison de cette relation dont je vous parlais tout à l'heure entre le cerveau et l'intestin. Donc je pense que ceux qui se disent intolérants au gluten, au lieu de se priver, de se compliquer la vie, ils devraient bien s'assurer que c'est bien vrai. Et moi je suis tout à fait persuadé que si on leur donnait quelque chose en leur garantissant que c'est sans gluten, ils le digéraient parfaitement. Parce qu'il n'y a aucune preuve physiologique contraire. Alors, dans le gros problème de l'alimentation de demain, c'est l'obésité. S'il y a un problème en France, ou un problème dans le monde, lié à l'alimentation, ce n'est pas les intoxications alimentaires dues à la présence de micro-organismes, et vraiment on mange de plus en plus sain. Je ne crois pas que ce soit davantage la présence de composés toxiques dans nos aliments. C'est essentiellement le fait que nous absorbons plus de calories que nous en brûlons. Et que l'obésité s'installe, et quand elle s'installe, c'est des jeunes à partir de 5, 6, 7 ans. C'est pratiquement irréversible. Donc ça, c'est le grand problème de notre alimentation. Comment faire pour que l'obésité ne s'instaure pas? Donc très certainement avoir des aliments qui soient riches en ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire des calories sucrées qui ne contiennent aucun nutriment, qui n'apportent que des calories, comme le sucre. Baisser la consommation en sucre, baisser la consommation en gras, certainement. Mais ça, c'est le gros problème auquel se trouve confrontée maintenant l'humanité entière. Ça a commencé aux États-Unis, c'est arrivé en Europe, ça gagne les pays asiatiques, et derrière l'obésité, c'est diabète, c'est accident cardiovasculaire, c'est cancer. Donc lorsque vous entendez dire notre alimentation est de plus en plus responsable du cancer ou responsable du diabète, ouais, via l'obésité. Et pour lutter contre l'obésité, il faudrait marcher. Et on sait qu'aujourd'hui, on a chacun chez soi 25 écrans ou 10. Les enfants passent leur temps devant les ordinateurs, ils font moins de sport. Et comme on mange autant. Mais ça, c'est le vrai problème. C'est le problème à résoudre dans les 30. S'il y a quelque chose qu'il faut faire attention, faire évoluer notre manière de faire, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, je vais au dernier point. Alors ça, c'était un petit amusement, simplement pour conclure. J'ai inventé cette carte Vitaliments en fonction de ce que je viens de vous dire. Sur cette carte Vitaliments, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura le dossier médical, comme peut-être on va le voir maintenant. Il y aura votre profil génétique, pour être capable de voir comment, en fonction de notre génome, on va définir ce qu'on va devoir manger. Notre profil microbiotique,
donc savoir qu'en fonction des micro-organismes qui sont dans notre intestin, comment on va pouvoir la manger. Et tout ça va nous permettre de définir un profil alimentaire et donc un régime alimentaire conseillé obligatoire. Et puis on peut imaginer dans certains états de Big Brother où si vous ne suivez pas le régime que les ordinateurs ont défini en fonction de toutes vos caractéristiques biologiques, eh bien vous serez pénalisé financièrement parce qu'il n'y a aucune raison que vous fassiez payer à la collectivité votre mauvais comportement que les ordinateurs auront défini pour vous. Vous savez, on n'allait pas toujours très loin, puisqu'on a vu un jour un député, il y a 2 ou 3 ans à la Chambre, qui voulait taxer les croissants parce que ça faisait grossir. Alors on n'arrête plus là, hein, parce que tout est mauvais si on en mange de trop. Donc on pouvait taxer le sel parce que si on en a trop, c'est mauvais pour la santé. Puis on pouvait taxer la viande parce que si c'est mauvais pour le climat. Et puis on pouvait taxer le pain, voilà, on pouvait tout faire. Donc ça n'est pas passé. Mais il y a cette tentation. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, ça sera la dernière partie, c'est que produire. Est-ce que vous avez des questions là sur ce que je viens de vous proposer? Attendez, madame. Bonjour, je reviens un petit peu en arrière parce que je vous ai écouté là et puis vous avez expliqué tout à l'heure qu'on va être amené à manger davantage de viande dans les pays occidentaux. Ça correspond... Moins dans les pays occidentaux. Pardon, moins dans les pays occidentaux, plus dans le reste du monde. Oui, plus, pardon, excusez-moi. Ça correspond à quoi en fait? Pourquoi? C'est culturel? Parce que non, oui. La viande, c'est pas forcément bon pour l'organisme. Donc, en sachant ça aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ils en mangeraient plus. Alors, la viande, c'est bon pour l'organisme. Ce qui est mauvais, c'est un excès de viande. Oui, Hein? Mais on en mange déjà suffisamment. Alors, en France, oui. Donc, on va, comme j'ai essayé de l'expliquer, mais peut-être pas très clairement, en France, on va très probablement, et on peut espérer, et en Europe, baisser la quantité de viande consommée jusqu'à arriver à un meilleur équilibre entre protéines d'origine végétale et protéines d'origine animale. Donc on peut espérer que ça va baisser. Par contre, dans beaucoup de pays, on en mange relativement très très peu, en raison de ce que l'on voit, comment l'évolution de la ration alimentaire suit l'évolution des revenus des gens. On constate aujourd'hui que dans des pays comme la Chine, la consommation de viande augmente très régulièrement depuis 10-15 ans, et on voit que les courbes montrent que ça devrait se prolonger. Et comme ils sont 1,3 milliard, dans le monde, ça va provoquer un accroissement de la consommation de viande. Et parce que d'abord, ils aiment ça, du coup, hein, et puis parce qu'il y a les classes moyennes, il y a cette uniformisation de la manière de se comporter dans le monde. L'Occident mangeant de la viande, et l'Occident qui a souvent été une espèce de... Le mot modèle n'est pas forcément ce qui convient, mais il y a une espèce de miroir de ce que deviennent d'autres populations. Tous les économistes, que ce soit de la FAO, que ce soit de l'OMS, que ce soit des instituts de recherche, etc., prévoient, c'est pas qu'on doit, c'est la prévision fait qu'on devrait augmenter. C'est juste pour comprendre. Une autre question par rapport à ça. Est-ce que la viande que nous mangeons aujourd'hui et qu'on mangera demain, au niveau nutritionnel, sera de qualité, étant donné la qualité des sols aujourd'hui? Parce que pour nourrir une vache, il faut du blé, il faut des céréales, et les sols sont déjà bien endommagés, et donc voilà. Alors les sols. Il y a eu une étude qui a donné ses conclusions l'année dernière. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique une expertise collective, c'est-à-dire c'est un ensemble d'une trentaine ou de quarantaine de spécialistes venant alors de la science du sol, des spécialistes de la texture des sols, de l'hydratation des sols, des minéraux présents dans les sols, des micro-organismes présents dans les sols, des vers de terre présents dans les sols. Il y a eu, pour la France, une analyse collective qui a conclu que, globalement, la qualité des sols français restait très bonne. Donc on a souvent cette idée que les sols se dégradent. Moi je me réfère, moi je ne connais pas les sols, hein, mais comme je disais tout à l'heure, moi je me réfère à ce que disent les spécialistes des sujets. C'est la première remarque, c'est que les sols en France ne se dégradent pas tellement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se dégradent pas ailleurs. Hein. Bon. Mais en France, c'est pas mal. Maintenant, quelle est l'incidence de l'état du sol
sur la qualité de la viande. Alors l'intermédiaire, c'est le végétal que va manger l'animal. Il y a peu d'effets. Le principal effet d'une évolution des conditions de production, parce que les sols seraient moins fertiles, ou parce qu'il y aurait des problèmes de sécheresse, etc., c'est des conséquences de rendement plus que des conséquences de caractéristiques biochimiques des produits. Donc la vache, elle va toujours manger à peu près la même chose, et donc dans le muscle, ça ne se verra pas. D'ailleurs, si vous regardez comment, en fonction même chez les hommes, en fonction de ce qu'ils mangent, vous n'avez pas de modification fondamentale dans les caractéristiques musculaires, si ce n'est qu'il peut y avoir une fonte, donc il y en a moins. Il y a quand même, en fonction de ce que vous dites, une tendance aujourd'hui qui a été, c'est ce qu'on appelle bleu, blanc, rouge, cœur bleu, blanc, rouge, je crois. C'est des éleveurs qui nourrissent leurs animaux avec du lin pour augmenter la teneur en oméga 3. Les résultats sont très mitigés lorsqu'on fait des analyses sur la viande elle-même. Il y a une petite tendance quand même d'essayer d'améliorer la qualité de la viande, mais vraiment, je ne pense pas, pour répondre très directement à votre question maintenant, que l'évolution de la qualité des sols en France va avoir le moindre effet sur la qualité de la viande. Ce qui va avoir la qualité de la viande, c'est la race, c'est les conditions d'élevage, peut-être, mais qualité plus gustative que nutritionnelle. Plus gustative que nutritionnelle. Parce que, toujours pareil, quand on voit comment sont élevés les poulets de batterie, quoi, je sais pas, c'est plutôt inquiétant. Au niveau, enfin, je sais pas, au niveau gustatif, au niveau nutritionnel. Au niveau gustatif, ça va pas être terrible en général, ils sont un peu plus aqueux. Au point de vue nutritionnel, je vais prendre un exemple précis, parce que là, il y a des analyses très faciles à faire, c'est les œufs. Ouais. Vous avez des œufs venant d'élevage biologique. Vous avez des œufs provenant d'élevage où c'est pas biologique, mais où les poulets courent dans le champ. Vous avez des élevages où c'est moitié-moitié, puis des élevages où les poules ne sortent pas. Quand on fait l'analyse de l'œuf, il n'y a aucune différence. Les œufs, c'est pareil. Il n'y a vraiment aucune différence dans les œufs. Là aussi, il y a des collègues qui ont fait des études là-dessus. Les œufs qui sont biologiques ou pas biologiques, ça ne change pas la qualité de l'œuf. Par contre, suivant que le poulet fait du sport ou n'en fait pas, ça a une incidence sur la qualité de la viande. Ça, c'est clair. Mais sur l'œuf, c'est extraordinairement stable, un œuf. Heureusement, l'œuf est le support de la vie. Donc la priorité inconsciente, bien sûr, mais biologique de la volaille, c'est de faire en sorte que l'œuf lui permette au futur poulet de se développer dans les meilleures conditions. Donc il y a un équilibre qui se fait automatiquement. Vous savez, chez les mammifères, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est une caractéristique qui fait que notre sang, quoi que nous mangions, sauf en cas d'infection grave ou de maladie grave, est absolument la même composition. Quand vous faites faire des analyses de sang, on est surpris de voir que tout est absolument constant. Et s'il y a une dérive, c'est qu'on est malade. Mais quoi qu'on ait mangé la veille, etc., le sang il est toujours pareil. Il n'a pas bougé, notre sang. Et bien c'est pareil pour les œufs de la poule. Ça ne bouge pas. Encore une question. Oui, bien sûr. Les poissons, il n'y en a plus. Et il y a beaucoup d'élevage. Est-ce que les poissons d'élevage sont eux aussi, comme vous dites, d'un point de vue nutritionnel, pareil que ceux qui... Alors, les poissons d'élevage, les poissons sauvages. Oui. Aujourd'hui, simplement pour planter le décor, dans le monde, 50% des poissons proviennent de l'aquaculture et 50% des poissons viennent de la pêche, de la capture. On est à 50-50 et il est très clair qu'en 2050, puisque mangerons-nous demain, on mangera beaucoup plus dans l'avenir de poissons d'aquaculture que de poissons de capture. Ça, c'est vraiment les fortes tendances. Bon, alors ceci étant dit, répondre à votre question, il faut le prendre au cas par cas. Si vous prenez par exemple le saumon d'élevage, il est plus gras que le saumon sauvage. Donc on aura plus de graisse. Sur le plan organoleptique, c'est moins, d'après ce que nous disent les dégustateurs,
c'est moins bon pour un poisson frais qu'on a fait griller, le poisson sauvage est meilleur, mais pour le poisson fumé, comme il est plus gras, c'est meilleur lorsqu'il est d'élevage. Sur le plan nutritionnel, vous dites différence de gras, hein, ça peut arriver, il faudra regarder cas par cas, mais ce n'est pas plus dangereux ou moins dangereux. Même le saumon, si vous regardez un site qui est celui de l'Institut français des produits marins, d'Ifremer, et c'est là qu'on trouve en France les spécialistes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que c'est dans les poissons d'élevage les poissons sauvages carnivores, c'est-à-dire ceux qui mangent d'autres poissons, qu'on trouve le plus de métaux lourds comme du mercure. Beaucoup plus que dans les poissons de l'aquaculture. Donc pour éviter des métaux lourds, il vaut mieux les poissons d'aquaculture que les poissons sauvages. Par contre, dans certains pays, on met un peu pas en Europe, hein, c'est fini. Mais il y avait des antibiotiques mis dans pour l'élevage des poissons et pour éviter les maladies. Et là, on pouvait en retrouver des traces qu'on n'avait pas dans les sauvages. Donc il faudrait prendre au cas par cas, mais moi j'ai envie de dire globalement. Alors maintenant, si vous prenez l'organoleptique, un plaisir, les dégustateurs ont montré que le loup sauvage, le maigre, ou le bar, était équivalent, on ne faisait pas la différence avec celui de l'aquaculture. Curieusement, donc vraiment, si vous voulez faire des économies, il vaut beaucoup mieux acheter un saumon d'élevage qu'un saumon sauvage, un bar sauvage qu'un bar d'élevage, pardon, un bar d'élevage qu'un bar sauvage, ça y est, j'y suis. Par contre, la dorade, pareil, les dégustations qui ont lieu montrent que la dorade d'élevage est nettement moins bonne. Elle est moins ferme. Voilà. Bon. Maintenant, sur le plan nutritionnel, tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que il peut toujours y avoir des petites variations. Mais ce qui compte, c'est notre ration alimentaire. Donc c'est pas parce qu'il y a une petite différence quelque part que ça ne va pas se noyer dans la masse. Et finalement, en fin de compte, ça ne va rien changer de notre santé et de notre alimentation. C'est ce que disent là aussi. Moi, je ne suis qu'un passeur de ce que disent il faut toujours aller, pour en savoir plus, toujours aller sur quand on va chercher sur Internet. Je crois que la grande leçon, c'est que dans ces sujets-là, il faut aller chercher des sites qui sont des sites venant d'universités, de grandes organisations internationales comme l'OMS ou la FAO, d'instituts de recherche comme en France l'INRA ou l'Ifremer ou le CIRAD, beaucoup plus que le premier site de je mange bien ou des trucs comme ça où vraiment on trouve n'importe quoi. Hein. C'est pas très solide, quoi. Il faut essayer de revenir toujours à la publication initiale. On pourrait parler du gaspillage alimentaire, mais je voudrais quand même vous toucher un bout de ça. Parce que je vois que le tourne. Hein. Vous touchez un bout de ça. C'est comment est-ce que demain on va produire? Alors on oppose beaucoup deux types d'agriculture. Une agriculture intensive, raisonnée, qui est celle qui... Qu'est-ce qu'elle a fait, cette agriculture-là? Celle qui s'est développée depuis après la guerre, hein, pour nourrir la France, pour exporter nos produits. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette agriculture? Elle a fait ça. Elle a fait passer les rendements de quintaux de blé à l'hectare d'une quinzaine, 20 quintaux en 1950 à 70 en 2000. Elle a permis de faire que pour récolter un quintal de blé, on mettait 5 heures en 1950, on met 80 secondes en 2000. Elle a fait qu'une vache faisait 3 litres de lait par an, elle en fait 10 000 aujourd'hui. Alors on peut discuter sur la qualité, etc. Simplement déjà, ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est une agriculture qui a incroyablement augmenté la productivité et animale et végétale. Ça, c'était l'agriculture intensive. Alors, c'est une agriculture capable de nourrir le monde. Le gros reproche qu'on lui fait, c'est d'être très lourde sur le plan environnemental. L'utilisation excessive de pesticides, d'herbicides, énergivores. Donc c'est une agriculture qui est en fin de course. Elle ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Puis il y a une autre agriculture qui va tout à fait l'opposé, c'est l'agriculture biologique. Cette agriculture biologique, elle n'utilise pas de produits de synthèse, elle n'utilise pas d'engrais de synthèse, elle est plus proche de la vie,
Par contre, elle produit beaucoup moins. Et si je veux nourrir le monde, je ne peux pas le faire avec l'agriculture biologique. Je ne peux pas produire suffisamment. Donc, comme l'agriculture intensive, l'agriculture biologique, de mon point de vue, est une agriculture qui n'est pas, qui restera tout à fait marginale. D'ailleurs, elle l'est pour l'instant, et il n'y a pas de raison qu'elle ne reste pas. Par contre, sur quoi il faut travailler, c'est de faire une espèce de synthèse entre ces deux types d'agriculture pour arriver à ce que j'appelle, moi, des agricultures durablement productives, parce que ce n'est pas qu'un modèle unique, durablement. Parce que l'aspect durable, ça veut dire qu'on prend en compte à la fois les aspects sociaux, économiques et environnementaux, et productifs, parce qu'il faut nourrir le monde. Donc les chercheurs aujourd'hui, ils sont là-dessus, les agronomes, c'est trouver comment produire de manière durable, productive, et ne pas imposer un modèle unique à l'ensemble du monde. Et la voie qui est suivie pour faire ça, elle est là. Juste ce petit schéma, vous allez comprendre. Une plante, j'en faisais allusion tout à l'heure, pour croître, elle a besoin de gaz carbonique, elle a besoin de lumière, le soleil. Avec le soleil et le gaz carbonique, grâce à ce qu'on appelle la photosynthèse, ils se forment des sucres. Et dans la plante, ces sucres sont transformés en graisse et en lipides. Mais elle a également besoin d'eau et de matières minérales qui viennent du sol. Pour que le sol soit en bon état, il faut des micro-organismes et des vers de terre. Et il y a une interaction qui se fait entre les racines, l'eau, les matières minérales, les micro-organismes. Et il faut qu'elle se protège contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. C'est très simple. Et ce sur quoi on travaille, c'est essayer de rendre la plante plus interactive avec tout ce milieu-là pour diminuer l'utilisation des pesticides de synthèse, pour améliorer le captage de l'eau et des matières minérales, résister à la sécheresse ou peut-être apporter moins d'engrais, et bénéficier surtout de la capacité que les micro-organismes et les racines ont de s'associer les uns aux autres, la plante apportant de l'énergie et les micro-organismes apportant, par exemple, dans le cas des légumineuses, du soja. Donc ça, c'est l'agriculture de demain, elle est là, elle est en pleine gestation, en pleine évolution, on verra ce que ça donne, mais si j'avais aussi un message à donner, c'est que l'agriculture productive, telle qu'on l'a intensive de la fin des années 50, elle est en bout de course, et que l'agriculture biologique, ce n'est pas elle qui prendra sa place, ce sera cette agriculture-là, et là, il y a énormément d'études dans ce domaine. Alors on pourrait parler des plantes génétiquement modifiées. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat, on pourra y répondre si vous avez des questions, si c'est bon, si c'est mauvais, etc. Simplement, deux choses. C'est que les plantes génétiquement modifiées en 1996, c'était 0. En 2014, c'est 180 millions d'hectares dans le monde. Alors 180 millions, ça ne vous dit rien, il faut le rapporter à 1,5 milliard d'hectares cultivés dans le monde. Donc c'est à peu près 12 à 13% des surfaces cultivées dans le monde sont cultivées avec des OGM aujourd'hui. Et en France, la surface cultivée, c'est 30 millions. Donc c'est près de 6 fois la surface cultivée en France. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ça ne touche pratiquement que le soja, le maïs, le coton et le colza. Et ça ne touche pratiquement que deux caractéristiques, la résistance aux insectes et la tolérance aux herbicides. Il n'y a pratiquement pas d'autre chose qui soit aujourd'hui. Et ça touche pratiquement que 4 pays, les États-Unis, le Brésil, le Canada, la Chine et l'Argentine. Donc c'est à la fois une énorme expansion mais c'est à la fois limité. On pourra discuter après, là, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si les dangers, tout ça, hein, on pourra en discuter. Le dernier point, c'est sur lequel je vais conclure, c'est que demain, qu'est-ce qu'on mangera? Je pense qu'on mangera comme aujourd'hui. Notre assiette, elle ne sera pas différente de celle d'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La baguette sera toujours de la baguette. Le beefsteak sera toujours un beefsteak, le poisson sera toujours un poisson. Les légumes seront pareils. Donc on aura toujours les mêmes aliments. Mais ce qui va changer, c'est avant. Ce qui va changer, c'est la nature des plantes, les blés qu'on va faire pousser ou les maïs qu'on va faire pousser seront entre guillemets, parce que le mot se discute, améliorés par rapport à ceux d'aujourd'hui. Le moulin, c'est plutôt la même chose. Le boulanger, c'est plus du tout la même chose.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre assiette, à table, nous aurons les mêmes produits, mais la manière dont ces produits arriveront à notre table, en y incluant la manière dont notre cuisine sera équipée, sera complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il y aura de plus en plus de technologies dans la production de semences, dans la transformation industrielle, dans la distribution des aliments, dans la préparation familiale. Il y aura beaucoup plus de technologies, mais dans l'assiette, nous ne le verrons pas. Voilà. Et puis je termine par cette image pour vous dire qu'on vous a distribué ce petit papier sur le bouquin que j'ai fait, puis il y en avait un autre qui date de 2 ans, qui traite de différentes questions de l'alimentation. Voilà. Je vous remercie, et puis on peut continuer les questions, je pense qu'on a encore un moment. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединены.